Prenez le temps sur France 3. Attention, Praline, c'est à nous. Bonsoir les grands, les petits et les grands qui sont restés petits. Avant de vous raconter l'histoire des émissions pour enfants, je tenais solennellement à maudire les inventeurs de la télé et leurs descendants sur 10 générations pour leur lenteur. Vu mon grand âge et l'apparition tardive de la lucarne magique, je n'ai jamais moi-même été un enfant de la télé. Amis téléspectateurs, bonjour. Voici venu le temps des Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. La France a peur. Que reste-t-il de notre enfance? Une babysitter suédoise et plantureuse, l'institutrice à lunettes qui nous faisait réciter nos tables de multiplication, une cousine dans les jupes desquelles on aimait à se frotter. Moi qui suis né quelques années avant la télé, je serais donc frustré à jamais, pour l'éternité, de ne pouvoir ajouter à mes souvenirs les goûters chocolatés passés devant Goldorak, Thierry Lafronde, L'île aux enfants ou Hélène et les garçons. La télé a révolutionné l'enfance, mais aussi, et je suis beaucoup plus concerné, la vie des parents et des grands-parents. Le gamin vous demande comment on fait les enfants. Il était une fois l'homme lui explique tout. Il exige que vous lui racontiez une histoire. Le Club Dorothée s'en occupe pour vous. Ma femme elle-même, fatiguée de m'avoir dans les pattes, n'hésite pas à m'installer devant Zorro lorsque je lui présente tempestivement mon sabre, ou devant les Télétubies quand je lui murmure des En matière de programme pour les enfants, jeunes et moins jeunes, tout a été inventé. Il y en a pour tous les goûts. Candy pour les cœurs guimauves, les Cités d'or pour les aventuriers, ou Casimir pour ceux qui, comme moi, ont le corps et l'âme d'un monstre gentil. Ce soir, vous allez voir des monstres de toutes sortes, des bons et des méchants, des orphelins battant la route, des animateurs télé débilitants ou pédagogues, des canards, des éléphants en costume et des vengeurs masqués. Bienvenue dans le monde télévisé de l'enfance. On commence par 50 années de dessins animés. Impossible de se plonger dans l'histoire des dessins animés à la télé sans s'offrir, pour commencer, un petit karaoké nostalgique, le top 5 des génériques de votre enfance, ou celle de vos enfants, ou celle de vos parents. Bon, j'ai oublié personne, alors c'est parti. Albator, Albator, le cancer de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Candy, Candy, une amie qu'on aime à retrouver dans son pays, le pays de Candy. Pour l'amour de la liberté, l'amour de la vérité, Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Voilà un succès d'année de la génération Goldorak, des dessins animés japonais, car c'est simple, ces 30 dernières années, depuis le géant Goldorak jusqu'à la petite teigne Sonic, ce sont les productions Made in Japan qui font l'unanimité auprès des 6-14 ans. J'espère que je ne vous dérange pas. Super. Tu t'es débarrassé de ces deux blaireaux les doigts dans le nez. Exact. Ça va, Sonia? Arrête un peu de jouer les princesses, poileau. T'as dit poileau? Presse. Mais qu'on se le dise, il y avait une vie avant Goldorak. Attention au choc des cultures. Il était une fois un charmant petit garçon qui s'appelait Joe. Le premier héros de dessin animé jamais diffusé à la télévision française s'appelait Joe. C'était en 1960. Joe n'avait ni astérohache ni cornofulgure, juste le don, grâce à une piqûre magique, de devenir aussi petit qu'une abeille. Merci de vous avoir sauvé. Tu vois, ici, c'est notre avenue principale.
l'avenue des Champs-Élysées. L'aventure de Joe a duré 39 épisodes, une série imaginée par Jean Image qui sera le seul créateur de dessins animés pour la télévision française jusqu'en 1971. Et voilà. Merci, Jo. Tu nous as sauvés encore une fois. Je te fais chevalier de l'ordre royal de la Grande Ruche. Au revoir, Jo. Nous dînons ensemble ce soir. À ce soir. Allons, viens, Jo. C'est un petit abeille portant le nom de Maya. Petit oui, de Maya. Le monde des animaux, une source inépuisable d'inspiration pour les créateurs de dessins animés. À la télévision, Maya est devenue une superstar à la fin des années 70. Faut dire qu'elle avait un sacré tempérament, du genre à vous planter un dard pour un oui ou pour un non. Je suis la mouche Pâques. Oh, et moi je suis Maya. À première vue, je t'aurais pris pour une abeille, mais à la réflexion, tu es beaucoup trop petite, tout au plus un modèle réduit d'abeille. Ciao. Tu vas me le payer, pauvre type. Oh, une vraie abeille. Et tu vas t'en rendre compte. Quand je t'aurai piqué, tu seras moins souvent. Est-ce que c'est bizarre? Parce que je suis petite, vous pensez que tout le monde peut me marcher sur les pieds? Seulement moi, je me laisse pas faire, hein. Je t'apprendrai à payer de ma tête. Tu es mal élevé, ça mérite une correction, mon vieux. D'accord, je regrette ce que j'ai dit, je te présente toutes mes excuses, là. C'est vraiment trop injuste. Calimero, Calimero, parmi tous son déclare, tu es un bouche à Calimero, le petit poussin noir qui a toujours la poisse, est un héros incontournable, officiellement fragile et ultra sensible. Voilà un des personnages les plus résistants de l'histoire du dessin animé. Calimero a vécu 26 ans, c'est un joli record et franchement, il n'y a pas de quoi pleurer, hein, Calimero. Calimero, où vas-tu, mon chéri? Mais ça serait tellement mieux si Priscilla était là. Mais c'est elle, c'est Priscilla, c'est Priscilla. Calimero? Oh puis non, je lui parle plus. Mais Priscilla, pourquoi tu t'en vas? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, je n'y comprends rien, j'ai besoin d'un conseil. Mais bien volontiers, mon garçon. Priscilla est revenue, je l'ai appelée quand je l'ai aperçue, mais elle a tourné la tête, elle m'a pas répondu. C'est vraiment trop injuste. Watu Watu est une drôle de petite bestiole, mais avec cet oiseau amphibie, on rentre dans une nouvelle dimension qui va faire les beaux jours des dessins animés des années 80, l'espace et la fiction. Watu Watu vole, c'est un minimum, mais encore il se démultiplie à volonté, ne me demandez pas comment, et il a une mission, protéger l'environnement. C'est le premier héros écolo. Au revoir, Watu Watu, et merci. Dis, c'est vrai qu'Albator reviendra bientôt pour nous aider? Tu crois qu'il pourra se battre contre les méchants humanoïdes et les faire partir? Bien sûr. Dans la catégorie des héros de l'espace, Albator, le corsaire intercosmique et son œil bondé, a de très loin décroché la palme du chouchou de toute une génération. Tu es vraiment prêt à te battre? Oui, j'ai besoin de gagner l'argent de la prime. Si je gagne, tu perdras non seulement cet argent, mais ta vie aussi. Assez parlé. Je suis très pressé. Tu es fatigué et tu as faim. Ta main risque de trembler. C'est moi que ça regarde et moi... Du grand western, un héros glamour, courageux et audacieux, un scénario bien ficelé et un vrai suspense, voilà les ingrédients d'un succès international. À un bémol près, la violence de certaines images. Les 3 derniers épisodes de la série ont été interdits à la diffusion par les sages du CSA de l'époque. Voilà comment combattre les vrais pirates. Avec la génération Albator, les Japonais ont à cette époque un quasi-monopole sur le marché. La contre-attaque française s'appelle Ulysse 31. Ulysse, Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. La technique est japonaise, mais la conception de l'histoire, l'écriture des textes, les dessins de personnages et les décors sont français. Cette première coproduction a débarqué en 1981 sur France 3. Le projet est ambitieux, retracer l'odyssée homérique d'Ulysse avec un petit artifice, transposer le tout au 31e siècle, histoire d'avoir droit à des combats au rayon laser. À l'époque, c'est le minimum syndical. Télémaque. Oh, père! Vivant, vous êtes vivant. Oh, père, que s'est-il
sommes entrés dans un monde inconnu. Nous reviendrons sur Terre, coûte que coûte. Courage, mes enfants. Malgré la résistance française, les Japonais occupent encore et toujours le terrain. Depuis le 1er avril 2002, c'est un certain Yu-Gi-Oh qui fascine les enfants. Hé, Yugi, c'est moi! Un vague cousin des Pokémon. Yugi, attends! En apparence, Yugi est un collégien coiffé comme Plastique Bertrand. En réalité, Yugi a le pouvoir étrange de se dédoubler et en plus c'est un grand fanat de duels avec des cartes. Oh non, mon magicien des ténèbres est à découvert. À présent, je vais jouer cette carte. C'est une carte magique qui s'appelle la malédiction du démon. Bien joué, mais moi j'ai décidé d'activer la force miroir pour envoyer l'attaque de Zera droit sur toi. Dans ce cas, je vais neutraliser cette attaque avec... Des cartes que les enfants peuvent acheter pour vivre à leur tour des combats virtuels dans la cour de récré. Bref, le tout est un peu compliqué. Beaucoup de parents sont complètement largués. Des fois, ils s'en faire de nostalgie à tout prix. On se dit que la simplicité avait du bon. Quand on voit ce qu'un dessinateur italien pouvait faire avec une simple ligne droite, ça laisse rêveur. Imaginez une personne que vous verriez tous les jours, presque 2 heures. En plus de cela, cet heureux élu est pour vous synonyme de vacances, récréation et détente. Elle n'est jamais fatiguée, toujours de bonne humeur, beaucoup mieux qu'un papa qui donne des ordres ou qu'une maman qui vous fait mettre votre cagoule quand vous n'avez pas froid. Je déteste ces Dorothée, Jacques Martin et autres gens nains. Ah, ça, pour montrer des dessins animés crétins à nos enfants et leur faire croire qu'ils étaient de grands chanteurs, il y avait du monde. Mais qui était là quand il fallait éteindre la télé et réviser les maths, Ces émissions de jeunesse et leurs animateurs débiles signifiaient récréation pour mes enfants et me privaient pour de trop longues minutes de mes programmes préférés, jusqu'à ce que je devienne gâteux et finisse par faire de ces mêmes programmes mes préférés aussi. J'ai passé ma vie à maudire ces adultes que tous les enfants aimaient et maintenant je les aime. Allez, tour d'horizon de ces sinistres clowns. Bienvenue sur l'île aux enfants. Rentrée des classes, septembre 1974. À l'époque, l'événement est peut-être passé inaperçu et pourtant Casimir est né cet automne-là, l'air de rien, discrètement, sans avoir été annoncé, créé dans l'urgence pendant l'été, histoire de meubler un programme quotidien destiné aux enfants. Casimir, viens voir, Casimir. Oh, viens voir, viens voir, viens voir. François Sabrina, bonjour. Bonjour, bonjour, dis donc. Chut, il fait beau aujourd'hui. Regarde, regarde, Steven. Hein? Oh, mais il y a des enfants que je n'ai jamais vus. Là. Oh, oui, ils ont l'air sympathiques. Mais oui, tu vois. Papam, 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 papam. D'habitude, beau égale gentil, laid égale méchant. Avec Casimir, c'est le monde à l'envers. Il incarne le premier monstre gentil de l'histoire de la télé. Et celui d'amis modestes des enfants. Un ami modeste des enfants, mais qui a tout de même battu tous les records. 1200 diffusions, 968 épisodes inédits, adoré des plus jeunes pendant presque une décennie. Mieux, Casimir a survécu à la génération qui l'a côtoyé et qui arrête ses bêtises. Il est devenu culte. Il mériterait d'ailleurs un musée avec une place pour tous les habitants de l'île aux enfants. Alors voyons. Je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir. Bien avant d'oser imaginer l'existence de monstres gentils, la télé a longtemps été beaucoup plus conventionnelle dans sa façon de divertir les enfants. Ah, les petits enfants, vous êtes là? C'est vrai, c'est jeudi, j'avais oublié.
Mais je n'ai pas le temps, je fais mon ménage. En 1955, le jeudi après-midi, l'ORTF diffuse Martin Martine, une émission présentée par deux marionnettes avec pour chacune des rôles bien définis et très révélateurs des mœurs de l'époque. Martine fait le ménage, Martin, lui, s'amuse. Oh, arrête Martin, tu me casses les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Et toi? Moi, je n'ai pas le temps de m'amuser, je fais mon ménage. Et si pour certaines le message n'était pas clair, les jouets présentés pendant l'émission leur mettaient les points sur les i. Tout à fait entre nous, Jacqueline. Aimes-tu faire le ménage? Eh, ma foi, il le faut bien. La poussière est une si terrible ennemie. Jouer à faire le ménage est un agréable passe-temps, et ce n'est certes pas maman qui s'en plaindra. Attention, attention! Avis à la population des moins de 15 ans! 10 ans plus tard, l'ORTF à son tour fait le ménage. Fini les marionnettes un peu sexistes, la télévision met les petits plats dans les grands. Voici la première émission de plateau et en direct, entièrement consacrée aux enfants, un ancêtre de Récréa 2, en quelque sorte. On vous dira tout ce qu'on a vu là-bas. Tant pis s'il n'y a rien sur la lune. Tant pis si on va là-bas pour des prunes. Eh bien, les garçons et les filles, les amis du grand club de l'antenne est à nous, nous vous disons à tous bonjour. Ensemble, nous allons passer, je le pense, une bonne après-midi, du moins je l'espère. Un programme ambitieux qui mêlait jeux, variétés et interviews de stars par de jeunes reporters en herbe, très polis, pas du tout impertinents. Monsieur Aznavour, nous vous avons vu dernièrement à la télévision. Vous avez parlé surtout pour les grandes personnes. Maintenant, j'aimerais que pour tous les jeunes, vous répondiez à ces questions. Je suis à vous. D'abord, quel genre de petit garçon étiez-vous lorsque vous aviez 10 ans? D'abord, j'étais un garçon sage. J'apprenais assez bien les choses, vite. Mes leçons, j'en avais pas beaucoup, mais j'en avais quand même quelques-unes à apprendre. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés. Nos devoirs, nos leçons sont oubliés. Avec les visiteurs du mercredi, laissant de côté tous nos soucis. L'enfant vedette du programme qui lui est destiné, présent sur le plateau et acteur de l'émission, voilà le concept qui a également fait le succès des visiteurs du mercredi de 76 à 82. Bon, courrier, oui. On y va? Alors, Gilles, on cette s'approche. semaine, nous avons reçu plus de 1000 lettres. C'est quand même un record. Combien 1000 lettres. Non mais il faut le dire, hein. 1000 lettres. À quel Parfait. point les téléspectateurs sont tendus par votre émission. Oh non, c'est trop. Oh là là, t'es vraiment professionnel, tu démarres, c'est bien. Les visiteurs du mercredi, le seul programme pour la jeunesse de l'époque, diffusé en direct et pendant plus de 4 heures d'affilée, une émission distrayante mais éducative avec l'inoubliable Soisicorn pour s'adresser aux 6-10 ans. Ménager, voilà. Planter des clous, sois sérieux. Eh oui, Soisic, des clous qui donnent, tu vas voir, des marteaux, Soisic, des marteaux. Bonjour sur TF1 et aux visiteurs du mercredi, un événement de grande importance, c'est le moins qu'on puisse dire, me voici. Et voilà, oui, les Harlem Globetrotters, c'est eux, c'est pas moi. C'est en animant le club de 10-15 ans des visiteurs que le jeune Patrick Sabatier a fait ses premières armes à la télévision et ses premières interviews en anglais. Pourquoi vous vous appelez Harlem Globetrotters? Qui me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Alors attendez, je me lance. Do you understand me? Non, bon alors tout va très bien, alors on continue comme ça dans la bonne ambiance. Une bonne ambiance certes, mais avec la volonté de faire mieux que la concurrence. Harlem parce que... Et pour l'instant, nous allons retrouver Dorothée et d'autres enfants, ceux de l'émission Récréa 2. Bonne fin d'après-midi. Récréa 2, amusons-nous, rêvons un peu, oublions-nous. Récréa 2, c'est un pays toujours en paix. TF1 diffuse les visiteurs du mercredi depuis 2 ans lorsque débarque sur Antenne 2 le fameux Récréa 2 avec aux commandes de l'émission une jeune animatrice qui va marquer l'histoire du PAF. Bonjour à tous et bienvenue à Récréa 2. Autour de Dorothée, on trouve des journalistes prêts à recevoir des crêpes sur le crâne. Il s'agissait pour vous de... Oh ma crêpe! Willy, ma crêpe, c'est toi qui l'as eu, merci, c'est gentil, j'ai pouvoir... Et des caricaturistes de talent pas forcément politiquement corrects. Cette semaine, on a entendu Monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg, faire une proposition pour le carême. Il proposait une soirée par semaine sans télévision. On va enlever le poste de télévision et on va revenir à la veillée.
Alors une fois que Ça t'as mis couine. grand-père là-haut, qu'est-ce qui arrive? Alors, il raconte sa guerre, évidemment. Et puis tout le monde dort, quoi. C'est encore plus rapide qu'avec la télévision. C'était compté sans les enfants. Tu vois? Hop, encore un drame de la veillée, un pépé implose. Bref, de quoi décerner à Récréa 2 le 7 d'or de la meilleure émission pour la jeunesse en 86. Quant à Dorothée, elle est devenue la valeur sûre des programmes jeunesse d'Antenne 2 à TF1, où elle a assuré jusqu'à 22 heures de programmes par semaine. Depuis, aucun être vivant n'a fait mieux. Aujourd'hui, les animateurs que les enfants plébiscitent sont beaucoup plus poilus. À l'image des Condes, les singes vedettes de DKTV, une émission diffusée sur France 2. Allons, petit, reprends-toi. Tu te souviens, pour tes 8 ans, ton père avait décidé de te laisser regarder la télé toute la journée. Et bien sûr, tu avais décidé de regarder des DKTV. Et puis quelqu'un est entré dans la pièce. Et il a décidé de changer de chaîne. Eh bien, c'était lui. Alors, bouffe-le. DKTV, DK pour les intimes. En 1993, sur France 3, ce sont 9 marionnettes à l'image de vedettes qui assurent le show. On les appelle les Minicums. Ce sont eux qui annoncent les dessins animés, les séries ou les documents en nous interprétant au passage de drôles de sketchs. Quand tu danses avec un autre garçon, dans mon dos je sens des glaçons. Tu sais, j'ai des Bernard à danser. Azaza, il marche toujours sur les pieds. Ah bon? Ici, on peut voir Vanessa, le clown de Vanessa Paradis, danser un slow langoureux avec Jojo, Johnny, le seul qui ne change jamais de costume parce que son blouson de cuir lui colle à la peau. Le tout avant que Coco, alias Antoine Decaune, ne vienne mettre un carré blanc à la scène. Qu'est-ce que vous faites? On tricote. Ça se voit pas? Il faut pas! Coco, tu nous oublies un peu, s'il te plaît. Mais les publics vont croire que c'est le baiser de fin, hein? Un cavalier qui surgit de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Oh, je ne me souviens plus de l'air du tout. D'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, Zorro. Combien de citations latines connaissez-vous par cœur? Je suis sûr moins que de génériques de séries. Une série, c'est quelques séquences au milieu de générique. Dans la plupart des cas, il se passe toujours la même chose dans les séries. Il y a Zorro qui gagne toujours à la fin, le sergent Garcia qui boit sans soif, Thierry Lafronde boute les Anglais hors de France et sauve la reine Isabelle, et Hélène s'occupe des garçons au lieu d'aller à la fac. Et pourtant, je me souviens, comme un gosse, avoir dévoré des pains au chocolat avec fébrilité pour savoir si par hasard, cette fois, Zorro allait surgir, avoir hurlé devant mon poste pour aider Bernardo à se faire comprendre, et je me souviens d'avoir pleuré quand Belle perd son pauvre Sébastien. En 50 ans, on est passé de la série d'aventures à la sitcom pas chic et pas chère programmée par Dorothée pour arriver à la télé-réalité, feuilleton sans scénario ni dialogue, le vide fait office d'histoire. Mes enfants rêvaient d'être des guerroyeurs médiévaux. Mon petit-fils voudrait être dans la piscine avec Loana. Allez, roulez jeunesse, voici des séries en série. Saint-Cyr est un village comme les autres. Et les enfants sont à l'école. Sauf Pascal. Ce bout de chou de 4 ans qui use ses fonds de culotte dans une cour de ferme est l'air de rien l'un des comédiens les plus connus de la France des années 60. Mehdi est son adorable frimousse, héros de 4 feuilletons télévisés grand public en l'espace de 10 ans. Sa première apparition date de 1961 et c'est tout de suite un succès. Tu t'appelles Polly? Polly? Polisson? Polichinelle? Poli, poli, polisson, saute par monts et vallons. Polly est une grande saga de la télévision française. Mehdi n'est que le premier des 5 partenaires qui vont accompagner le poney Polly dans toutes ses aventures. Mais si Mehdi a quitté Polly, c'est pour former un nouveau duo avec un Saint-Bernard. On est heureux comme Belle. Belle
et Sébastien sont nés le même jour, à la même heure, au même endroit et sont inséparables. Une histoire écrite et réalisée par Cécile Aubry, la maman du petit Mehdi. Avec Mehdi dans le rôle de Sébastien et le chien Flanker. Tu viens ou quoi? T'es malade? Ah, quand même! Tu te décides? De quoi t'as eu peur? Tu vois, tu vas aller tout en haut là-bas, comme avant. Comme ça, ils pourront pas te tuer. Sébastien, c'est un idiot, il n'a pas pensé à ça. D'abord, les cadeaux d'Herbert, on n'en veut pas. Oh, ça y est, tu veux voir ce que j'en fais, moi, de la machine? Vite! Parti! Un enfant et un compagnon fidèle, l'idée est tellement bonne qu'elle a été déclinée sur tous les modes. Voilà la version western de Belle et Sébastien, avec Rusty, l'orphelin, et son chien Rintintin, un des premiers feuilletons à succès américain. En Australie, c'est le kangourou qui tient le rôle du meilleur ami de l'homme, et cela dès 1968. C'est drôlement osé comme langage, Skippy. Il vaut mieux que papa n'entende pas ces mots-là. Le premier arrivé à la maison. Et oh, surprise, en Angleterre, c'est un magnifique étalon noir qui est le héros d'une brillante série britannique des années 70. Eh bien, je crois qu'il faudra lui trouver un nom, voyons... Un nom qui lui ressemble. Il est noir et il est très beau. Prince Noir. Skippy, le kangourou, Rintintin, le chien super malin ou encore Lassie, l'ami fidèle, autant d'animaux stars dont la particularité était de se montrer indispensable en cas d'urgence. Ce sont eux qui sont chargés de donner l'alerte quand ça chauffe, avec plus ou moins de facilité pour se faire comprendre. Le champion, toute catégorie, c'est Rintintin. Avec lui, en 17 secondes, l'affaire est pliée. Lieutenant Master, c'est Rintintin. Ouvrez les portes. Un coup sur le ceinturon et le lieutenant percute. Vous allez voir, c'est magique. Très bien, j'ai compris. Il doit y avoir du grabuge. Il ne serait jamais revenu ici sans Rusty. Il nous demande de le suivre. Ansel! Du côté de Lassie, ça traîne un peu. Eh bien, où étais-tu donc parti? Bon là, personne n'a rien compris, faut un peu s'acharner, hein? Avant d'obtenir péniblement un « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Et encore, c'est pas tout à fait gagné. Michel, continuez sans moi, je reviens tout de suite. Très bien, je te suis. Skippy? Quant à Skippy, il suffit qu'il couine pour faire comprendre qu'il a un message dans la poche. Qu'est-ce que tu fais ici sans ton copain? Regarde, j'ai un message dans la poche. Et voilà. Trop fort, ce Skippy. Allez, monte, Skippy. Tu as un chauffeur. Et quand on n'a pas de kangourou sous la main, on fait comme Thierry Lafronde, on fait confiance aux enfants. Thierry, les Anglais. Oui, ils sont revenus au village? Non, 2 soldats. Ah, quel beau sourire de héros parfait, et surtout quel magnifique collant. Thierry Lafronde, c'est le Robin des Bois made in France. Et attention, ça peut faire mal. Dès 1963, les filles en rêvaient la nuit, les garçons l'imitaient et toute une génération de bébés Thierry peut lui dire merci. Merci Isabelle. Ce personnage de feuilleton diffusé tous les dimanches soirs avant le journal avait un tel succès que plus d'un téléspectateur a cru à sa réelle existence historique pendant la guerre de 100 ans. Il faut dire que Thierry Lafronde était très crédible, juste un peu rabat-joie. Je suis désolé de rabattre ainsi votre joie, mais vous devez connaître la vérité. Ce n'est pas la paix. Pas encore. L'ennemi de Thierry Lafronde, c'était l'anglais. Celui de Zorro, c'est l'occupant espagnol en la personne du gros sergent Garcia. Alerte, c'est Zorro! C'est Zorro, l'ancien
Tournée dès 1957 aux États-Unis, la série ne sera diffusée que 8 ans plus tard en France. Les aventures de Zorro, le justicier masqué, ont été portées plusieurs fois à l'écran, mais cette version de Walt Disney est de loin la plus réussie. D'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Je crois que vous avez mon épée, Seigneur Commandant. Jusqu'à notre prochaine rencontre, Seigneur Zorro. Si vous apportez la justice, nous n'aurons plus à nous rencontrer. Adios. Seigneuresse. C'est Zorro. Je vais le capturer, mon commandant. Au féminin, Zorro se dit Zora, une série d'origine yougoslave tournée en 1978 sous un régime communiste, une véritable allégorie de la liberté. Monsieur Karaman, vous avez bien vu ce garçon s'emparer malhonnêtement de ce poisson. Oui, absolument. Le poisson était par terre et un chien l'a reniflé. Une dame a marché dessus et puis ce garçon est arrivé, il l'a ramassé, voilà. Oui. Et ça change tout. Zora, l'orpheline rebelle, ou Heidi, la petite fille des montagnes, deux héroïnes du club très fermé des séries diffusées dans Récréa 2, triées sur le volet par Jacqueline Joubert, directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2. Tes parents, qui sont-ils? Je suis la petite Heidi. Et si tu es celui qu'on appelle l'ancien, eh bien tu es mon grand-père. Au moment du tournage, Katia, qui incarne la délicieuse Heidi, a 10 ans. Elle en a aujourd'hui 37. Heidi reste son plus grand succès, une des périodes les plus chères à son cœur, un très joli souvenir d'enfance. La France a peur. Emmener ses enfants une fois par an au musée, c'est bien. 2 fois, c'est courageux. 10, c'est héroïque. Et puis, on finit par se dire qu'après tout, nos enfants perdent leur temps, puisque on n'a pas grand-chose à dire sur l'os du Paléolithique, sauf que c'est gros un dinosaure, ni sur la momie de Ramsès, sauf que c'est vieux une momie. Heureusement, la télé a inventé les émissions éducatives. Ça, c'est drôle, les enfants ne perdent pas leur temps et je peux faire mes films tranquillement. Les mouflés font semblant de s'y intéresser pour avoir un peu de rap de télé. Et il faut reconnaître que les improbables Igor et Grishka Bogdanov ont des tronches plus marrantes et un look plus déjanté que les barbus de l'éducation nationale. Les parents ont bonne conscience, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Retour sur ces émissions pour enfants sans lesquelles je n'aurais jamais pu faire 4 à la suite dans un questionnaire scientifique de Julien Lepers. À tous les petits canetons qui me regardent, je vous kiffe. Jamel kiffe les petits canetons et les petits canetons kiffent leur canard. C'est pas une poule mouillée, mon canard. Mon canard. Mon canard, c'est un journal quotidien d'information pour les enfants diffusé le matin à 7h sur France 3 parce qu'il n'est jamais trop tôt pour être à la pointe de l'actualité. Bonjour, bienvenue dans ce canard. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui nous allons passer un petit peu... Des infos sérieuses, d'autres plus légères, il s'agit d'être au courant tout en s'amusant. Est-ce que tu sais pourquoi l'eau de mer est salée par hasard? Bah non, vous allez nous l'expliquer. Eh ben, tu regardes ça parce qu'on a reçu un mail de Jade qui nous dit voilà, j'aimerais savoir d'où vient le sel de la mer. Bah, la réponse, Jade, la voici avec Isabelle Claire, c'est parti. Il y a très longtemps, les dinosaures n'existaient même pas. D'énormes pluies sont tombées sur la Terre et ont emporté les sels minéraux des roches jusqu'aux océans. C'est pour ça que les océans et les mers sont salés. Et l'idée de faire de l'info sur mesure pour les enfants ne date pas d'hier. Et maintenant, qui est arrivé dans notre studio, eh bien vous le voyez vous-même, c'est Georges Decaune. En 1965, dans le Club du Jeudi, c'est le présentateur vedette de l'époque qui venait résumer l'actualité pour les plus jeunes. C'est comme si aujourd'hui, PPDA présentait un JT tous les mercredis après-midi. J'ai cherché pour vous des petites informations et c'est très difficile parce que Zitron les prend toutes. Sous prétexte qu'il fait le journal le soir et qu'il y a des grandes personnes qui, paraît-il, écoutent le journal, il m'empêche de faire mon journal pour enfants qui est quand même beaucoup plus important. Parce que c'est le journal de demain qui
qui est-ce qui l'écoutera sinon vous? Alors il faut que vous habituez un petit peu. C'est donc une tradition. Depuis toujours, le petit écran s'est fixé une mission pédagogique. Et quand elle se donne un peu les moyens, la télé peut donner des cours d'histoire carrément high-tech, en tout cas pour l'époque. Nous nous trouvons donc à bord de l'Istronef. L'Istronef, c'est un appareil qui nous permet de nous déplacer dans le temps. Attention, je programme l'historomètre sur moins 1 million d'années. Pareil. Jacques Martin est à fond dans le délire, on y croit presque, et c'est avec autant d'amusement que de curiosité qu'on assiste à la rencontre entre les astronautes et un homme de Cro-Magnon. Toi, homme? Oui. Moi, homme du XXe siècle. Toi, marié? Femme, 5. 5 femmes? Seulement. Ah, bon. Dis-moi, pourquoi toi porter coquille Saint-Jacques autour du cou? Coquille. Coquille autour du cou. Escargot, coupé. Couper quoi? Viande. Ah, très bien. Toi manger viande? Oui, bête sauvage. Et toi manger... Avec Jacques Martin, les dialogues ne sont pas certifiés d'époque. En revanche, dans la série Il était une fois, l'auteur, Alain Barillet, respecte scrupuleusement les données scientifiques. S'il présente le tout sous forme d'un dessin animé, c'est histoire de rendre la leçon plus digeste. Les glaciations vont se retirer et 35 000 ans avant notre ère va apparaître le Cro-Magnon ou homme moderne. Il peut être du modèle standard, du modèle teigneux et c'est sans remède. Si, il y a un remède, mais enfin. Du modèle au-dessus, indestructible, sans oublier le modèle de Sharp. Mais non, pas comme ça. À la clé, un succès phénoménal. 260 millions d'enfants dans le monde ont vu cette série poétique et inventive. Youpi, 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 youpi. C'est là le premier mur dans notre histoire. Longtemps, les émissions pédagogiques nous ont fait revisiter le passé. En 1979, deux jumeaux en combinaison d'astronautes nous ont transportés vers un futur imaginaire. C'est la première émission OVNI du PAF. C'est le matin d'une chaude journée de juin 1947. Ce matin-là, un jeune pilote américain du nom de Kenneth Arnold s'envole à bord de son avion personnel. Soudain, quelque chose attire son attention très haut dans le ciel. Une sorte de disque brillant qui glisse en silence avant de disparaître à une allure fulgurante. C'est la toute première fois que le mot soucoupe volante a été prononcé. Les frères Bogdanov voyaient des soucoupes volantes partout. Et leur passion pour la science-fiction leur a valu pendant 5 ans un succès fou, au point de devenir un cadeau de Noël idéal. Grishka, tu vas nous parler maintenant de 3 événements qui constituent en quelque sorte les cadeaux de Noël. Il faut passer vers la nouvelle année. Eh bien, le premier événement parmi ces 3 événements, c'est la sortie des Chroniques du Temps X. Chroniques du Temps X sous notre signature. Et ben voilà, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Fred et Jamie, eux, ne sont pas jumeaux, et pourtant, grâce à eux, plus rien n'est sorcier. C'est compris? Plus rien. Bon alors, vous en êtes où? Ben Fred, t'es dans les nuages? C'est pas des nuages, Jamie. Ce sont des gaz qui s'échappent en permanence du cratère du Stromboli. Et s'il n'y avait pas ces gaz, il n'y aurait pas de remontée de magma, pas d'éruption. Absolument. Petite expérience. Un duo d'animateurs qui fonctionne à merveille. Jamie, dans son camion, fait de la théorie. Pour la pratique, c'est Fred, sur le terrain, qui interroge des scientifiques. De la poussière, en fait, ce sont des cendres qui sont sorties du volcan. Alors Jacques, comment il s'est formé ce volcan? Eh ben, il s'est formé par accumulation de matériel projeté, donc des bombes, des cendres, des blocs, et puis des coulées de lave. Une émission qu'on pensait conçue pour les juniors, et pourtant C'est pas sorcier attire autant les téléspectateurs de 35 à 50 ans que les ados. Ils ont des vertus curatives, ça se soigne plein de trucs, puis c'est bon pour la peau. Il me pousse à bout. Il me pousse à bout. Malgré les apparences, il n'est pas toujours facile de tout expliquer aux enfants à la télévision. Moi, j'ai vu 2 chiens qui se montaient dessus dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'accouplaient, pardi. Ils avaient des relations sexuelles. Mais c'est quoi exactement, grand-mère, les relations sexuelles? Ah, mes enfants, c'est tout un programme. En 1991, France 3 programme le dimanche à 19h 5 minutes de dessin animé d'éducation sexuelle. Une série qui a déclenché une véritable polémique et une vague de courriers mécontents. Pourtant, le programme donnait des infos précises avec un ton plein d'humour. L'accouplement, c'est lorsque le mâle introduit son pénis dans le vagin de la femelle. Les hommes ont peut-être perdu beaucoup de leurs instincts, mais pas celui de s'accoupler et d'avoir des relations sexuelles. Ils ont même imaginé en plus une très belle chose.
Ils ont inventé l'amour. Le seul professeur qui ait jamais fait l'unanimité à la télévision, c'est Garcimore. Ses cours de magie restent de vrais moments d'anthologie. Bonjour Garcimore. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, c'est Bora. C'est un orange qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un orange tranquille. Parce que souvent, vous savez qu'il y a des oranges pressés, tac, ça va en courant. Aujourd'hui, je vais vous présenter une souris que vous connaissez déjà. Ils ont fait vraiment du progrès avec la ficelle, parce qu'il la met là, il dit ne bouge pas, vous voyez, il ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh. Ah, c'est l'autre. Vous trompez jamais, vous? Ah, si. Non, vous voyez, celui-là, il ne bouge pas. Ne bouge pas, et celui-là, il ne bouge pas. Et l'autre, il comprend encore plus vite. Vous allez voir, on la met là, et on dit monte, vous voyez? Monte. Comme il est au bout, il est obligé de monter. Et vous allez voir, si on dit demi-tour, il fait demi-tour aussi. Demi-tour, il casse la baraque. Demi-tour, il fait demi-tour. Oh, oui, alors. Les animateurs télé vieillissent en même temps que nous. Mais les marionnettes ont trouvé le secret de l'éternelle jeunesse. J'ai souvent essayé de deviner si Pinocchio serait devenu banquier ou marionnettiste. Réponse impossible, puisqu'il est condamné à être au mieux un enfant et au pire un pantin. Et vers quel modèle se tournerait Oui-Oui lorsque sa voiture coulerait une bielle? Mais Oui-Oui ne roulera jamais en Ferrari. Le charme des marionnettes et des films d'animation, c'est qu'ils ont toujours semblé sortir d'un autre temps. Et que le temps n'a donc pas de prise sur eux. Les marionnettes sont comme moi, elles sont immortelles, et ne prennent pas une ride. Cela dit, les productions ont dû faire des efforts prodigieux pour être à la hauteur de cette éternité. En 20 ans, il a fallu utiliser un nombre astronomique de canards pour que Saturnin garde le petit duvet qui donne envie aux enfants de lui faire un câlin. L'histoire ne dit pas si les créateurs affamés faisaient cuire les malheureux comédiens lorsqu'ils étaient hors d'usage. Bon, voici quelques-uns de ces films d'animation et de marionnettes qui gardent à jamais une place gravée dans le cœur du grand enfant que je suis resté. Bonsoir les enfants. Dans les années 60, le King, le vrai, c'était pas Elvis, c'était Nounours, en tout cas pour les tout petits. Attention mesdames, attention messieurs, nous allons danser un quadrille à deux. Madame Paprenelle de ce côté-ci. Je vais par ici. Quand je dirai clic, on s'inclinera. Quand je ferai clac, on se relèvera. Attention surtout, ne nous trompons pas. Je vais surveiller Nicolas. Pendant 10 ans, de 1962 à 1971, c'était presque un rituel. Suivre l'épisode de Bonne nuit les petits juste avant le journal de 20h et hop, filer au lit. On dansera encore demain. Demain ou un autre jour. Je vous l'ai promis. Foi de nounours. Bonne nuit, nounours. On va vite dormir. Allons, en route, maître à danser. En route, patron. Bonne nuit les enfants. À demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit les petits règne sans partage pendant près de 2 ans. Cependant, dès 1964, Nounours sera diffusé en alternance avec une autre animation. Son nouveau rival est un chien au fort accent britannique. Qu'est-ce que c'est que vous faites, vous, ici dans la jungle? La jungle? Mais quelle jungle? Ici, c'est la jungle. Je fais un safari photo. Pollux, le chien distingué mais un peu barré, est le héros du Manège Enchanté, une série diffusée très rapidement en couleur et réalisée avec de nouveaux moyens techniques. Toutes les marionnettes tiennent debout toutes seules grâce à leurs grosses chaussures en cuir. Le parking idéal. Avec mon truc, je trouve de la place partout. Oh, bah, elle le met sur votre pare-brise. Quoi? Une contravention avec mon parc maître à moi? Il faudra que je trouve un autre système dit.
Dorénavant, l'émission du soir consacrée aux tout-petits est devenue une obligation. En 1966, c'est Kiri le clown qui reprend le flambeau. Vive le cirque Kiri, oui le voilà, oh un là, Kiri est là, voici le cirque Kiri. Kiri le clown aurait dû être un dessin animé. Faute de temps, Jean Image en a fait un film d'animation. Les marionnettes sont fabriquées avec du fil de fer, du papier et beaucoup d'imagination. Les yeux de Kiri sont des punaises bleues, sa bouche est découpée dans du papier collant, ses cheveux sont en laine et les têtes des spectateurs du cirque ne sont que des balles de ping-pong. Nous allons vous présenter maintenant le plus grand, le plus sensationnel orchestre. L'orchestre Kiri, Kiri. C'est moi qui suis Golargol, l'ours chante enfin. En 1970, Golargol, le petit ours, chante un air composé par la célèbre Mireille du Petit Conservatoire. C'est l'avènement d'un nouveau genre à la télé, l'opérette pour enfants. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. C'est l'histoire toute simple d'une petite cochonne, Aglaé, et d'une jeune oie, Sidonie, aux prises avec Croque-Tout, le renard rusé. Là, maintenant, je peux m'admirer. Non, c'est moi. Je suis la première à me regarder. Non, c'est à moi. Je regrette, mais c'est à moi. Tu te crois belle avec ce chapeau? Tu es ridicule. Moi, ridicule? J'ai une élégance naturelle. La coquetterie les perdra. Fait rare encore à l'époque, les bouches des personnages sont articulées et synchronisées au texte. Et surtout, chaque épisode est agrémenté d'une chanson, une vraie comédie musicale. On le voit s'approcher avec son museau levé. C'est le plus grand des coqs, avec son air patelin. Mais il a peur du gourdin quand il commet à la fin. Dans Chapi Chapeau, la musique tient également une place très importante, d'autant plus que pour les dialogues, fallait pas compter dessus. Les gazouillis de Chapi Chapeau, c'est du gloubi-boulga. Et pourtant, des enfants de maternelle interrogés affirmaient que les deux poupées parlaient bel et bien et qu'on pouvait les comprendre. Quant aux chorégraphies qui clôturaient chaque épisode, ça vaut au moins du Kamel Wally. Dis-moi, Brock, tu n'en as pas assez, toi, de vivre enfermé dans cette soucoupe comme des grenouilles dans un bocal? Brock et Schnock, deux marionnettes insolites, très 70s, deux extraterrestres en caoutchouc plastifié, qui ont annoncé 2 ans avant l'arrivée de la guerre des étoiles, la mode de la science-fiction. Voilà. Oh, alors ce que tu peux être terre à terre, toi, pour quelqu'un qui vit dans les nuages, hein, mon pauvre Brock. Notre vie est d'aller de planète en planète, et je ne pense pas à autre chose. Ben moi si, moi je pense à l'air pur, oui. J'en ai assez de l'air climatisé, de l'oxygène en bouteille, tout ça. Après la mode de l'infiniment grand, s'impose la tendance de l'infiniment petit. En 83 débarque Téléchat, la télé des objets, une série présentée par deux marionnettes. Salut. Aujourd'hui, l'ourdi 4, c'est la Saint-Chèque. Bonne fête à tous les chèques. Tiens, Olga, encaisse. C'est bon, ça. Vous jetez vos chèques à Olga maintenant? Calmez-vous, il est sans condition. Une parodie de JT, des reportages délirants et des interviews d'objets, histoire de donner la parole au gluon. Le gluon, en langage téléchat, c'est l'âme des choses. Lion de la Sierra Boquette, vous saviez qu'il y avait des risques d'avalanche? Pas une chance sur 1000. Il est pas gâté, le mec. De l'humour, de l'absurde et un certain regard critique sur la société de consommation. Nous allons faire goûter un des nombreux produits nuls en vente partout à 2 consommatrices prises au hasard. Pouah!
On dirait de la colle à tapisser. Mais c'est de la vieille purée de pommes de terre. La preuve est donc faite que ce que les produits nuls vous vendent comme yaourt frais aux extraits de fruits naturels n'est en finale qu'un mélange de colle à tapisser et de vieilles purées sans les fruits. Manque pas d'air, les produits nuls. C'est l'heure des Télétubbies. Et si Téléchat pouvait se regarder à tous les âges, les Télétubbies sont en revanche exclusivement réservés aux moins de 6 ans. Dinky Dinky, Dipsy, Dipsy, la la, La la. oh. Les Télétubbies sont les dernières marionnettes stars en date et sont nées en Angleterre. Bonjour. Un jour, au pays des Télétubbies, tous les Télétubbies étaient très occupés. On pourrait croire que les Télétubbies sont profondément débiles. En fait, ils sont juste ignorants, ce qui rassure le tout petit et l'incite à se montrer actif. Leur truc pour plaire aux enfants, répéter 20 fois la même chose. Chapeau de Dipsy, oui. Le ballon de Lala. Le télé de fou. C'est pas du yoyotage, c'est une pédagogie qui a fait ses preuves. Les plus jeunes en redemandent et certains étudiants branchés sont, paraît-il, séduits par la dimension psychédélique du programme. Peut-être qu'en fait, ils refusent tout bêtement de grandir. La France a peur. Bon, eh bien, au revoir. À la semaine prochaine. Praline, veux-tu dire au revoir, s'il te plaît? Veux-tu dire... Oh, non, il n'y a rien à faire. Bon, enfin, la suite du feuilleton la semaine prochaine, si j'ose dire, puisque nous parlerons justement des feuilletons. Retrouvez la carte au trésor sur France 3 avec Catena. Faut pas bouger. C'est Astérix,